La Première présente. I don't know what this is all about. JFK, 60 ans de mystère. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Épisode 1. Sidération. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Where's you, the president? I'm just a patsy. President? I'm just a patsy. Le 22 novembre 1963, à 46 ans, John Fitzgerald Kennedy est assassiné. C'est le 4e président des États-Unis à être abattu. Le coupable est arrêté moins de 2 heures après le meurtre, un dénommé Lee Harvey Oswald. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Oswald tombe lui aussi sous les balles d'un tueur 2 jours après son arrestation. Trop de morts en peu de temps, trop de hasard, trop de concours de circonstances. La porte au complot et aux hypothèses parfois les plus farfelues est désormais ouverte. Qui a tué JFK ? Est-ce l'œuvre d'un tueur isolé ou s'agit-il d'un complot tentaculaire ? 60 ans plus tard, le mystère demeure. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. En novembre 1963, cela fait 2 ans et 10 mois que John Fitzgerald Kennedy dirige les États-Unis. Il accède à la Maison-Blanche le 20 janvier 1961. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Le 35e président, âgé de 46 ans, souhaite se représenter à l'élection présidentielle de 1964 et pour entamer sa campagne, il se rend au Texas. C'est une destination un peu compliquée quand même pour le démocrate Kennedy. Gorian Delpature, journaliste, auteur du documentaire « Kennedy, pourquoi toujours un mystère ?» Le Texas est un État violemment de droite. Le mot violemment est peut-être mal choisi, mais pas tant que ça, parce que quelques semaines avant la visite de Kennedy à Dallas, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Adlai Stevenson, a été agressé par la foule. On lui a craché dessus, on a fracassé une pancarte sur sa tête, et donc c'est quand même un État où il peut se passer des choses un peu extrêmes. Et dans les jours qui précèdent la visite de Kennedy à Dallas au mois de novembre, circulent des pamphlets, des petites affiches, des petites feuilles sur lesquelles on voit 2 photos de Kennedy, de profil et de face, un peu comme s'il venait de sortir de prison, des mugshots comme on appelle ça aujourd'hui. Et en dessous, c'était écrit « Wanted for treason ». Et sur ce document, on reprochait à Kennedy d'avoir été un peu doux avec les communistes, d'avoir engagé des gens anti-chrétiens, des gens de gauche dans son administration. Et donc, que des documents comme ça circulent avant la visite d'un président, c'est quand même assez étonnant. Et le jour même de la visite présidentielle, de la parade motorisée dans les rues de Dallas, le 22 novembre, dans les pages du Dallas Morning News, qui est un des 2 journaux principaux de Dallas, il y a une publicité d'une page qui est entourée d'un liseré noir où il est écrit « Welcome Mr. Kennedy ». Et quand on voit cette publicité, on a presque l'impression qu'il s'agit d'un avis mortuaire. Et de nouveau, dans cette publicité qui paraît dans les pages d'un journal important, eh bien, on reproche de nouveau à Kennedy, qui vient à Dallas, eh bien, d'être très ami avec des pays communistes, d'avoir trahi des pays qui n'étaient pas communistes, dont beaucoup de reproches qui sont adressés au président qui vient en visite. Bienvenue, Monsieur Kennedy, à Dallas, une ville qui a rejeté votre philosophie Monsieur et votre Kennedy, politique pourquoi en l'Amérique latine 1960 devient-elle et qui fera par ailleurs en anti-américaine 64 avec encore plus d'enfants. Lorsque Kennedy arrive à Dallas, il montre à Jackie, sa femme, le journal du matin, qui écrit « Le président a ordonné au département de la justice de ménager les communistes, les compagnons de route et les gauchistes. » Il dit alors à Jackie « Bienvenue chez les dingues. » Pourquoi ? Le matin du 22 novembre 63, JFK est dans sa chambre d'hôtel au Texas. Avec lui, il y a son épouse, Jackie, ainsi que son conseiller et assistant, Kenneth O'Donnell. Ce dernier se souvient que, 30 minutes avant de quitter les lieux, John exposait à sa femme la façon dont il concevait le rôle des gardes du corps.
Jack ajoute que si quelqu'un voulait vraiment tirer sur le président des États-Unis, ce ne serait pas bien compliqué. Il suffirait de monter en haut d'un immeuble avec un fusil à lunettes et personne ne pourrait rien faire. Le matin du 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy se réveille à Fort Worth. Il va faire un petit saut de puce en avion pour aller jusqu'à l'aéroport de Love Field à Dallas. Et là, il y a un plein soleil. Et donc, il va exiger qu'on retire la bulle en plastique qu'on peut poser au-dessus de la voiture dans laquelle il va pratiquer cette parade motorisée, ce qui va lui permettre de bien voir les gens et d'assurer un contact visuel entre ses futurs électeurs et lui. Et il demande d'ailleurs à Jackie, qui sera assise à gauche dans la limousine, lui sera assis à droite, de rester toujours avec la tête tournée à gauche, lui regardera toujours à droite, comme ça il s'assure de voir tous les gens le long du parcours, et il considère, Kennedy, qu'en voyant chacun des électeurs, en lui adressant un beau sourire, eh bien, il risque de gagner une voix. Normalement, lors d'une parade motorisée, chaque fois que la voiture ralentit ou s'arrête, les gardes du corps qui suivent dans une autre voiture doivent se rapprocher ou doivent être tout près de la voiture. Mais Kennedy exige d'être seul, d'être face à ses électeurs et certainement pas protégé par des armées de gardes du corps. C'est ce qu'on appelle le Secret Service aux États-Unis. Et c'est vrai que durant la parade, il y a plein de gens autour de Kennedy, il y a plein de gens dans Main Street, la rue principale qui va traverser Dallas avant d'arriver sur Daley Plaza, qui est presque les deux derniers virages avant la fin de la parade et la pause de midi au Trade Mart où John Fitzgerald Kennedy va aller manger avec toute sa troupe. On sait que malheureusement pour lui, il n'y arrivera pas. Il y a 6 occupants dans la limousine présidentielle. Le conducteur, M. Greer, M. Kellerman, qui est à droite du conducteur et qui est là pour assurer la liaison radio avec les autres véhicules. Puis derrière, il y a le gouverneur du Texas. Et puis à côté de lui, sur la gauche, il y a son épouse, Mme Connolly. Et eux sont assis sur des strapontins. Ce ne sont pas des fauteuils, ce sont des petits fauteuils rabattables qui se trouvent au milieu de la limousine, un peu plus bas que la banquette arrière sur laquelle se trouvent John Fitzgerald Kennedy et son épouse, et un peu décalé. Et c'est important pour ce qu'on appellera la balle unique ou la balle magique un peu plus tard. Donc le gouverneur Connolly et son épouse sont assis au milieu de la limousine et puis derrière, sur la banquette arrière, les stars, bien entendu, à droite John Fitzgerald Kennedy, très penché à droite puisqu'il veut être le plus proche possible de ses électeurs sur la droite du cortège, et puis à sa gauche, son épouse Jackie Kennedy dans un magnifique tailleur rose, elle aussi extrêmement à gauche pour assurer le plus de contact visuel et presque physique, même s'il ne touche pas la foule, mais être le plus proche possible des gens du côté gauche de la voiture. Ils sont environ 250 000 à venir saluer le président et la première dame. La liesse est générale. On les photographie, on les filme, on crie sa joie. « Vive Kennedy, bienvenue à Kennedy » peut-on lire sur plusieurs banderoles. La ville hostile à la politique de Kennedy semble pourtant heureuse de l'accueillir. Même si certains témoignent leur haine au président, comme cet homme monté sur le toit de sa voiture et affichant une pancarte qui porte l'inscription « Je vous méprise complètement ». Tout se passe très très bien. Le cortège ralentit de temps en temps parce que Kennedy notamment va descendre pour serrer la main des bonnes sœurs qui sont sur le parcours. Donc tout se passe dans une bonne ambiance. Le service de sécurité est un peu embêté parce que voilà, la sécurité n'est pas optimale. Ils ne sont pas tout le temps à côté du président qui fait bien savoir aux membres de son service de sécurité qu'il veut être face à ses électeurs. Et puis le cortège se termine tout doucement. On approche du midi et demi, le cortège avance le long de Main Street, la rue principale de Dallas. Il reste 2 virages avant la fin du cortège, avant d'aller rejoindre le Trade Mart où tout le monde va aller manger. Juste avant d'arriver sur Daley Plaza, l'épouse du gouverneur Connolly se retourne vers Kennedy. Et elle connaît le contexte général de l'arrivée au Texas, de l'arrivée à Dallas, une ville qui peut être un peu adversaire politiquement de Kennedy. Elle se retourne vers le président et elle dit au président « Vous voyez, finalement, Dallas vous a bien accueilli. » Et Kennedy dit « Oui, effectivement, vous avez raison, on ne peut pas dire le contraire. » Autre ironie du sort, Jackie Kennedy meurt de chaud dans son tailleur en laine. Elle voit arriver le tunnel qui lui donnera un peu d'ombre comme une délivrance. Mais il reste 2 virages. Il reste 2 virages. Un virage à droite qui va mener sur une petite rue qui s'appelle Houston Street et puis un virage à gauche qui va
amené sur une petite rue qui s'appelle Elm Street. Et ces deux virages forment une petite place qui s'appelle Dealey Plaza. Dealey Plaza, c'est une petite place en forme de triangle. Si vous l'imaginez, c'est un triangle posé sur la pointe. La base, c'est là où arrive Kennedy avant de tourner à droite et puis à gauche. Cette petite place, elle est formée de deux petits triangles d'herbe, de pelouse en pente. Et cette place descend tout doucement vers un pont qui va mener à l'entrée d'autoroute. Autoroute que doit emprunter la parade motorisée de Kennedy pour arriver au Trade Mart où ils vont aller manger. Et sur le côté de cette place, il y a ces deux virages dont je vous ai parlé, un virage qui mène sur Houston Street, petite rue toute droite, et puis un virage à gauche sur Elm Street qui descend vers l'autoroute. Et sur le coin d'Elm Street se trouve un grand bâtiment en briques brun-orange. C'est le dépôt de livres scolaires du Texas. L'attention peut-être des agents de sécurité se relâche. C'est vrai que quand on voit les images aujourd'hui, il y a des gens aux fenêtres. On ne fait pas attention à ça, c'est curieux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus. La Lincoln présidentielle roule à 18 km/h. Il est 12h30. Du haut de ses 5 ans, un petit garçon lève timidement la main pour saluer le président. Kennedy lui sourit et lui rend son geste. Et subitement, il s'arrête. Premier coup de feu. Les témoins entendent une sorte de pop. La plupart des témoins ont cru que c'était un raté de moteur de moto. Sauf un policier, à moto, qui est plus loin dans le cortège, qui entend la détonation et qui sait que c'est une détonation. Il s'appelle Marion Baker, c'est un motard de la police. Dès qu'il entend ce bruit, lui, il sait que c'est un coup de feu. Il se met à accélérer parce qu'il voit des pigeons s'envoler du sommet du bâtiment du dépôt de livres scolaires qui est juste à l'entrée de Elm Street, qui est à la droite de la limousine qui vient de passer devant. Mais les autres, les agents de sécurité, les occupants de la limousine, les spectateurs, la plupart imaginent que c'est un raté de moto. Un raté de moto ou un pétard. Il arrive qu'en de pareilles occasions, la foule lance des pétards. 2 autres agents du détachement de la Maison-Blanche comprennent eux aussi qu'il s'agit là d'une détonation. Emory Roberts ainsi que Youngblood, dont la réaction rapide a peut-être sauvé la vie de Lyndon Johnson, puisqu'il a ordonné au vice-président de se coucher. Kellerman, qui est assis devant, ainsi que le chauffeur Greer, hésite à accélérer. Il n'hésite que quelques secondes. Quelques secondes de trop. Quelques secondes plus tard, une deuxième détonation intervient. On voit John Fitzgerald Kennedy réagir. Ses 2 bras se relèvent. En fait, il vient d'être touché par une balle qui est passée à côté de sa colonne vertébrale, qui est ressortie par la gorge et qui va toucher le gouverneur Connally, qui est assis juste devant lui, en décalé, un peu en contrebas. Cette balle qui touche John Fitzgerald Kennedy passe juste à côté de sa colonne vertébrale et frôle la 6e vertèbre cervicale, la C6. Et c'est important de préciser ça, parce qu'en passant à côté de la colonne vertébrale, les 2 bras de Kennedy qui se relèvent, les coudes qui se relèvent, c'est ce qu'on appelle la position de Thorburn. C'est une position qui a été étudiée et c'est un traumatisme dû au fait que cette fameuse C6 est abîmée. En fait, ses bras sont coincés. Il ne peut absolument pas faire autrement. La balle traverse sa gorge, frappe le gouverneur Connally qui est assis juste devant lui, en ligne droite. Le gouverneur Connally réagit, il est touché, il a mal, il exprime une douleur, ça se voit très très vite. À ce moment-là, plus de doute. Les agents, les gardes, la foule, tout le monde sait que les détonations sont celles d'une arme à feu. Nellie, l'épouse du gouverneur, ne s'aperçoit pas que son mari est lui aussi blessé. Elle se retourne vers le président. Il est figé, il est droit, il ne grimace pas. Roy Kellerman, assis à l'avant, entend le président dire simplement « Mon Dieu, je suis touché ». Au même moment, le gouverneur Connally, ensanglanté, s'écroule sur les genoux de sa femme en hurlant « Ils vont nous tuer tous les deux ». Jacqueline Kennedy se retourne alors et se penche vers son mari. Quelques secondes après, un 3e tir frappe la tête de John Fitzgerald Kennedy. La tête de Kennedy éclate, c'est une image épouvantable, très graphique. Plusieurs spectateurs filment, dont Abraham Zapruder, qui passera à la postérité pour avoir imprimé sur la pellicule l'assassinat du président.
aucun tireur dans le viseur de Zapruder, mais bien Jackie Kennedy montant sur le coffre de la Lincoln pour récupérer le morceau de crâne et de cervelle de son époux. Au même moment, Kellerman ordonne au chauffeur Greer d'accélérer. Clint Hill est le garde du corps de Jackie. La voyant monter sur le capot de la Lincoln, il fonce vers la voiture, attrape l'une des poignées métalliques et lorsqu'il pose son pied sur le marchepied, la voiture accélère, délogeant le pied de Hill. Cramponné à la voiture d'une main, il attrape celle de Jackie de l'autre. Qui des deux a sauvé l'autre ? Hill, qui repousse Madame Kennedy dans la voiture, ou Jackie, qui agrippe Hill, le hisse sur le véhicule et l'empêche de tomber sur la route ? Clint Hill s'en souvient. Quand je suis arrivé à côté de la voiture présidentielle, il y a eu un troisième coup de feu qui a touché le président à la tête. À ce moment-là, son corps a glissé sur la gauche, la tête penchée en avant, et il s'est effondré sur Madame Kennedy. Il y avait des morceaux de cerveau, du sang, des bouts d'os, tout était sorti du crâne, sur la voiture, sur moi et sur Madame Kennedy. Alors Madame Kennedy est montée sur le coffre, elle essayait d'attraper les morceaux qui étaient sortis de la tête du président, elle essayait de les récupérer. Je les ai ramassés et je les poussés sur le siège arrière. Quand j'ai fait ça, le corps du président est complètement tombé sur son côté gauche et sa tête était sur ses genoux à elle. Mais on voyait le côté droit de son visage. Alors j'ai pu voir ses yeux, ils étaient fixes. J'ai compris que le coup avait été fatal. J'ai compris qu'il avait été tué. Et après le dernier coup de feu, le chauffeur de la voiture, Greer, accélère et fonce vers l'hôpital de Parkland. Anne Ferguson est la deuxième standardiste du Parkland Hospital. C'est elle qui reçoit le premier avertissement. Il est 12h33 quand à l'autre bout du fil, elle entend « 601 arrivant sur code 3. Préparez-vous ». C'est l'alerte suprême. 601, c'est le numéro d'appel de l'escorte des motards du président et code 3 signifie urgence extrême. 3 minutes plus tard, la limousine présidentielle arrive à Parkland. Il est 12h36. L'hôpital n'est pas prêt. Ils arrivent à l'hôpital de Parkland, où on sort Kennedy de la voiture. Il faut d'abord sortir Connally avant d'atteindre le président qui est couché sur les genoux aussi de son épouse Jackie Kennedy, qui cache sa tête, parce qu'elle a bien vu que sa tête est très abîmée, que la tête a carrément explosé. Jackie, effondrée, incrédule, murmure à Jack encore et encore qu'elle l'aime. Penchée sur son corps, Mrs. Kennedy refuse qu'on emporte son époux. Son garde du corps, Clint Hill, la supplie alors tout bas. « Je vous en prie, Mrs. Kennedy, nous devons montrer le président à un médecin. »« Laissez-moi, vous savez aussi bien que moi qu'il est mort, » répond Jackie, avant de laisser les médecins s'occuper du président, emmené dans la salle d'urgence numéro 1. À l'extérieur, la nouvelle de l'attentat se répand rapidement. On sait que le président Kennedy et le gouverneur John Connally, qui était avec lui, qui a été blessé comme le président, ne sont pas morts, mais qu'ils sont dans une condition critique. En ce moment, ces trois hauts personnages américains se trouvent à l'hôpital, un hôpital proche. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que à l'heure actuelle, nous venons d'apprendre il y a à peine une minute que selon un rapport de la clinique où se trouve le président Kennedy, on ne savait pas encore si on pourrait ou sauver l'un ou l'autre. À l'intérieur de la salle d'urgence numéro 1, médecins et infirmiers ne réfléchissent pas. Ils tentent le tout pour le tout. Diana Brown et Margaret Hinchcliffe déshabillent le président en prenant soin de lui laisser son caleçon et son soutien dorsal orthopédique, celui qu'il porte en permanence à cause de ses douleurs au dos. Son corps semble presque intact. Sa tête est explosée. Charles Carrico a 25 ans, c'est un interne en 2e année de chirurgie et c'est le premier médecin à examiner Kennedy. Il n'y a presque plus de pouls ni de tension, mais la poitrine se soulève encore, très difficilement. Carrico insère un tube dans la bouche pour dégager le larynx. On place un cathéter dans sa jambe droite. On s'agite. Quel est son groupe sanguin ? La salle d'urgence se remplit de plus en plus. Ils sont 14 médecins autour de la civière présidentielle, et c'est trop. Neurochirurgiens, internes, urologues se sont pressés près du président car ils tiennent à être là. Mais seuls 3 médecins sont indispensables. Le docteur Berkeley, qui connaît les antécédents médicaux de Kennedy, Marion Jenkins, le directeur du service d'anesthésiologie de l'hôpital Parkland, et le chirurgien Malcolm Perry, qui prend la relève du jeune Carrico. L'hémorragie de la tête est immense, le président est dans le coma. Pas besoin de l'endormir pour ouvrir sa poitrine et tenter de ménager la voie respiratoire. En 5 minutes, Perry a réalisé la trachéotomie. Dans sa bouche, on insère un tube relié à un respirateur. À ce moment-là, Jackie Kennedy a entendu le mot « réanimation ». Elle pénètre dans la salle. La précipitation et l'agitation des médecins la laissent perplexe. Elle pensait que John était déjà mort. D'autres médecins se pressent au chevet de Kennedy.
Tout Parkland tente de sauver le président américain. Mais les chirurgiens ne sont pas dupes. Ils font les gestes médicaux, oui. Mais ils savent que le combat est perdu d'avance. À l'extérieur, les journalistes tentent d'en connaître davantage. Nous venons d'apprendre par une radio de Dallas et par un révérend qui se trouvait dehors que le président Kennedy était mort. Seulement, cette nouvelle n'est pas encore confirmée. Nous ne savons pas. Dans la salle d'urgence numéro 1 de Parkland, on attend le prêtre demandé par Jackie et par Robert Kennedy. Le cœur du président s'affaiblit malgré toutes les interventions. Alors on tente un massage cardiaque. Perry Mass pétrit la poitrine de John jusqu'à l'épuisement. En vain. Le cœur s'est arrêté. L'hémorragie de la tête a cessé. Les veines et les artères sont vides. John est blanc. L'aiguille de l'électrocardiogramme reste désespérément immobile. L'horloge indique 13 heures. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. La nouvelle est officielle, maintenant le président Kennedy est bien mort. L'annonce du décès du président John Fitzgerald Kennedy provoque un cataclysme. Plus de 60% des Américains disent avoir ressenti une douleur physique à l'annonce du drame. La moitié de la population est en larmes. C'est la plus grande catastrophe américaine depuis Pearl Harbor. Il était midi et je vois débarquer, en hurlant de très loin, un garçon qui hurlait des mots que je ne comprenais pas. Philippe Labro, journaliste, auteur du livre « On a tiré sur le président ». Petit à petit, je comprenais. Il nous disait « The president has been shot ». On a tiré sur le président. Il n'arrêtait pas de répéter la phrase « The president has been shot, the president has been shot ». Il était évidemment en pleurs, en larmes. Et donc, il nous a appris qu'effectivement, on venait d'apprendre que Kennedy on venait de tirer sur le président. Il n'y avait pas de panique ni d'angoisse, il y avait une immense interrogation. Il y a d'abord le deuil. D'un seul coup, on pleurait un président. Je me souviens très bien, sur la route que j'ai empruntée pour aller à New York pour prendre l'avion, je voyais les camionneurs qui s'arrêtaient le long de la route. L'un d'entre eux était en train de pleurer. Je voyais que dans les stations-service, petit à petit, on commençait à faire descendre les drapeaux. Donc on voyait petit à petit une nation prendre conscience de son deuil. Évidemment, arrivé là-bas, et dès le lendemain matin, la une de tous les journaux était entre les mains des gens. Je me souviens que dans l'avion vers Dallas, j'ai jamais volé dans un avion aussi silencieux. Toutes les cabines, les gens avaient entre leurs mains des journaux et lisaient les unes des journaux. C'était un événement qui sidérait la nation, qui la mettait dans un état d'inquiétude, certes, parce qu'on pouvait se demander si c'était pas un complot, si c'était pas, comme avec l'Union soviétique, ça allait très mal, un grand complot pour démolir la puissance de l'Amérique. Il y avait toutes sortes de questions, avec aussi quand même la certitude qu'il y avait un système américain, et que ce système faisait qu'il y avait un vice-président, il s'appelait Johnson, il avait déjà pris les commandes, et donc le système, l'institution, la constitution, la démocratie continuait d'exister et de se maintenir. Mais le climat était un climat de sidération. Et tout le monde se souvient où on était au moment où c'est arrivé. Mais qui a tué Kennedy ? Est-ce l'œuvre d'un seul tireur ou est-ce un complot ? Et dans ce cas, de quelle ampleur ? Est-ce la mafia, la CIA, le FBI ? Est-ce une conspiration internationale ? Moscou, Cuba, les ségrégationnistes, l'extrême droite ? Qui a tiré sur le président américain et pourquoi ? Ce 22 novembre 1963 change le cours de l'histoire. Une série réalisée par Cécile Posse et Bawandine.